les lois montagne et littoral. Pas montagne avec un S et littoral avec un S, hein, c'est ce qu'on appelle la loi montagne et la loi littoral, même si c'est abusif. En effet, de quoi s'agit-il? Dans les années 60 et 70, on a eu un très fort développement des régions de montagne et littoral autour de l'idée d'un développement du tourisme. Auparavant, ces endroits-là étaient peu développés, disons-le. Il y avait une économie ancienne de pêche, d'élevage. Les plages n'étaient pas spécialement utilisées à part des pêcheurs locaux. Les montagnes n'étaient pas utilisées à part pour quelques activités pastorales. Et il n'y avait pas, à proprement parler, une économie développée dans ces zones-là. Les terrains ne valaient pas cher et on pouvait aisément aller sur la plage et très peu de gens le faisaient. Souvenez-vous des premiers bains de mer hein, à la fin du 19e siècle. Bon, vous voyez bien que le développement des premières vacances après 1936 ont souvent été à la plage et que après 1936, on a eu un développement exponentiel, en lien avec les congés payés bien évidemment, du tourisme. Ce tourisme, il s'est surtout développé dans ces deux zones. Prenons d'abord la montagne. Euh, ces montagnes, euh, il y a d'abord eu quelques Anglais puis quelques Français qui ont fait de la haute montagne, qui ont fait de l'escalade, notamment à Chamonix, une des premières stations de ce type-là. Mais pour être vraiment honnête, le ski s'est développé un peu plus tard, et puis on a un boom de ces activités-là vers les années 60-70. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les stations qui sont les plus hautes, à partir de 1800 mètres d'altitude. À partir de 1800 mètres d'altitude, on est à peu près certain, de moins en moins avec le réchauffement climatique, mais on est à peu près certain d'avoir de la neige. Et donc, naturellement, les stations se sont élevées au fur et à mesure qu'elles ont été construites. Courchevel, Courchevel ex 1850, a été créé à partir de 1970. L'Alpe d'Huez a été développée pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1968, qui étaient en France. Isola 2000, c'est pas les années 2000, Isola 2000, c'est l'altitude, hein, à 2000 mètres d'altitude, qui date de 1971. Les Arcs 2000, qui datent de 1979. Vous voyez qu'entre ces années 60, 70, début 70, on a toutes nos grandes stations de sport d'hiver qui ont été créées avec un modèle qui n'est pas loin parfois de celui des banlieues. Hein, parfois des grands immeubles, ce modèle sur lequel on est revenu, justement, vous allez voir, grâce à la loi montagne. En bord de mer, on a à peu près le même développement. On a à peu près le même développement, et dans les années 60-70, on va aussi avoir des grandes stations balnéaires qui vont se modifier, se transformer pour devenir, là encore, des fronts de mer assez peu esthétiques, des fronts de mer qui, là encore, ressemblent à l'urbanisation de l'époque, c'est-à-dire celle des banlieues. On va avoir le front de mer de la Baule, de plein de petites maisons de grandes familles, très jolies, très grandes. Eh bien, on est passé à des immeubles en front de mer, avec une harmonie relative, celle de la hauteur à peu près des bâtiments, mais des styles un petit peu différents. On peut aujourd'hui apprécier cet ensemble, mais il faut bien dire que architecturalement, c'est pas non plus une réussite excellente. On a la Baule, encore pire, on a la Grande Motte. Alors, comme de grands architectes se sont parfois intéressés à ces zones-là, puisque c'était des gros marchés, et puis c'était une nouveauté, on pouvait être innovant, eh bien, aujourd'hui, on revient. Certains bâtiments, on va les trouver en réalité très marquants de leur époque, très bien pensés. On va avoir certaines zones entières où on dit c'est bien pensé, telle marina est bien faite. Mais globalement, ce n'est pas une très belle urbanisation du bord de mer. Donc la Baule, la Grande Motte, les Sables d'Olonne, hein, et un très grand nombre d'autres lieux de villégiature d'été comme cela, qui représentent pour l'ensemble beaucoup des abus de l'urbanisme touristique des années 60-70, et de temps en temps avec quelques pépites que l'on redécouvre aujourd'hui. Alors, ce développement, il fallait l'arrêter, de peur d'avoir une urbanisation à outrance de toutes nos plages. Urbanisation qui n'est pas un mythe. Regardez l'Espagne, regardez les côtes espagnoles, regardez le sud de l'Espagne, regardez Benidorm.
On peut à peine aller à la plage, tellement ce sont des énormes complexes avec des tours en bord de mer, avec des piscines. Ce qu'on va y chercher, c'est le beau temps, avec des charters de milliers d'Anglais qui débarquent sur ces côtes-là, un peu moins en ce moment, mais en temps normal. Vous voyez que cette urbanisation outrancière aurait pu arriver si on n'avait pas eu ces lois montagne et littoral qui étaient venues trouver une forme d'équilibre. On va voir ça. Je vous propose d'abord de voir la loi montagne, puis dans un second temps, la loi littorale. Grand A, la protection des zones de montagne. Grand A, la protection des zones de montagne. En montagne, on est passé du pastoralisme au tourisme de masse. On a notamment eu cette évolution grâce à ce qu'on a appelé les autoroutes blanches. Qu'est-ce que c'est que les autoroutes blanches et l'or blanc? Eh bien, c'est des autoroutes qui ont été créées pour pouvoir déverser le flot de touristes vers les grandes stations, notamment des Alpes, à un moment où on parlait d'or blanc aussi, c'est-à-dire l'or blanc, c'était la neige. Donc des stations ont été créées, des gros investissements financiers pour construire les remontes-pentes, les téléskis, les télésièges, pour construire ces pistes, puisque vous ne savez peut-être pas, mais l'air de rien, les pistes, ça se construit un peu. Souvent, il y a des champs pour l'essentiel, mais quand la bosse est trop importante, eh bien, on va l'exploser à la dynamite pour lisser un peu la piste. On va écarter la piste aussi pour qu'elle soit plus facile. On va penser cette station en modelant un peu, dans une mesure raisonnable, mais en modelant un peu la montagne, de manière à avoir plusieurs difficultés de piste. Alors ces grandes autoroutes blanches et cet or blanc montrent bien, au vu des investissements, à quel point il y avait un développement économique de la montagne dans ces années-là. La loi montagne, telle qu'on l'appelle, c'est une loi du 9 janvier 1985. 9 janvier 1985. L'usage veut qu'on parle encore de la loi montagne, et c'est pour ça que mon titre l'utilise. En réalité, tout cela a été évidemment codifié dans le Code de l'urbanisme, dans ce qu'on appelle les dispositions spéciales relatives à la montagne. Les dispositions spéciales relatives à la montagne. 47 articles. 47 articles aujourd'hui. Les articles L122.1 à 27, articles L122.1 à 27 et R122.1 à 20. L122.1 à 27 et R122.1 à 20. Cette loi montagne a relativement récemment, été modifiée par une loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection de territoires de montagne, dit loi Montagne 2. Une loi assez importante pour qu'on l'appelle Montagne 2, mais qui n'a fait que modifier les dispositions du code qui étaient au départ issues de la loi montagne. Mais c'est pour ça que ces articles, vous le verrez, sont souvent issus de cette loi de 2007 dans la version actuelle qui les a modifiés à la marge ou un peu plus profondément. Ça a été présenté comme une réforme très importante et si vous vous intéressez à cette loi Montagne 2, vous allez voir que c'est présenté comme un nouvel équilibre, etc. Je ne suis pas tout à fait de cet avis, la réforme a été non négligeable, mais un peu technique et au fond pas si disruptive que ça a été présenté à l'époque. Alors l'équilibre initial de loi de 85 a été à peine rompu par cette loi en faveur d'un développement économique. Parce que le propre de cette loi montagne, c'est d'être tourné en réalité autour d'une certaine idée du développement durable. Qu'est-ce que j'entends par développement durable? Eh bien justement les deux mots. Les deux mots. C'est une notion qui est très compliquée à manier et qui est très contestée en droit de l'environnement. Pour deux raisons. La première raison vaut ce qu'elle vaut, c'est une raison un petit peu militante. C'est l'idée que le développement durable, c'est en fait la façon de faire de l'économique en faisant semblant de faire un peu d'environnement. En gros, de verdir le développement économique et de le rendre plus acceptable par la population. Et cette approche-là, une approche militante des environnementalistes, peut exister dans certains cas. La version inverse serait de dire oui, mais si on ne veut pas du tout de développement et qu'on fait que de la protection, on ne bouge rien, plus aucun développement et on fait de la récession. Est-ce que c'est ce que les gens veulent? Voilà. Donc il y a un débat autour de l'idée même de développement durable qui, pour les plus acharnés des environnementalistes, est une sorte de cheval de Troie de l'économie de marché au sein de l'environnement. La deuxième idée, c'est que
développement durable, c'est une notion assez large pour ne pas être spécialement juridique et qu'elle est difficile à manier. Qu'en réalité, on ne réussit pas à faire une notion juridique de développement durable aujourd'hui et que l'utiliser en droit pose toujours des problèmes d'interprétation et une trop forte marge de manœuvre pour être une notion juridique pertinente. Alors, malgré tout, développement durable, comment est-ce qu'on peut l'entendre? On va commencer par un petit 1, la montagne entre protection et développement. Petit 1, la montagne entre protection et développement. Les zones de montagne, alors pour reprendre ces éléments sur le développement durable, effectivement, c'est en ça que je vais dire que c'est une loi de développement durable. L'idée, comme le principe d'équilibre au fond, est de trouver un équilibre entre le développement économique de la montagne, réussir à en faire une activité économique, pourquoi dans l'intérêt de la vallée, dans l'intérêt des gens qui y habitent, mais aussi de ne pas porter atteinte pour les générations futures à cet espace naturel. Vous allez voir comment la loi a mis ça en place. Ces zones de montagne, d'abord, doivent se définir. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de montagne? La zone de montagne se définit par deux critères. Un critère d'altitude, d'abord, ça paraît assez logique, et un critère des conditions climatiques qui en découlent, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la neige régulièrement où les activités puissent se développer. Donc il faut de fortes pentes, c'est aussi un des critères. Tout ce qui est activité de montagne va nécessairement être un peu plus cher puisque justement il y a cette idée de pente, d'altitude qui va poser des problèmes d'accessibilité et ça doit être aussi pris en compte dans les investissements en montagne. Pour simplifier les choses, il y a un arrêté ministériel fixe une liste des communes de montagne et comme ça on est à peu près tranquille, le juriste n'a pas à se pencher à chaque fois est-ce que je suis ou non dans une zone de montagne. Alors, d'abord, cette loi montagne se caractérise par un premier régime, un régime d'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante, chose qui rappelle ce que nous venons de voir. Un régime d'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante. On va trouver ce régime dans les articles L122.5 à 8 du Code de l'urbanisme. L122.5 à 8 du Code de l'urbanisme. L'article 122.5 dispose précisément que l'urbanisation est, je cite, réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de construction traditionnels ou d'habitation existants. L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de construction traditionnels ou d'habitation existants. La continuité, cette fois-ci, est définie à l'article L122-5-1. La continuité est définie à l'article L122-5-1 qui dit qu'elle s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. Caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. Vous voyez que le texte de l'article L122-5-1 du Code de l'urbanisme n'est pas très loin du faisceau d'indices dont on parlait tout à l'heure. L'idée, ça va être donc de prendre l'habitat traditionnel, sous-entendu, est-ce qu'on a un habitat qui est plutôt diffus? Est-ce qu'on a des maisons plutôt éloignées les unes des autres? Ce qui est rarement le cas, il faut bien le dire, en montagne. Les gens, pour pouvoir aller d'un endroit à un autre en pleine neige, étaient plutôt à avoir des villages assez denses. Les constructions implantées, c'est-à-dire combien il y a de constructions, quelle forme elles ont, comment sont-elles sur la pente, et puis l'existence de voies et réseaux, on retrouve ce critère. Est-ce que on va construire, si on construit, est-ce qu'il y a déjà la route pour y aller? C'est spécialement important en montagne puisqu'il faut déneiger cette route et qu'il faut que cette route soit déneigeable. Il ne faut pas que ce soit un nouveau travail de service public d'aller déneiger ce nouveau morceau de route. Et puis tous les réseaux, évidemment, comme d'habitude, comme on l'a vu dans le RNU, c'est aujourd'hui une condition importante de l'idée même de construire une nouvelle maison. Alors, comme toujours, quand on a ce type de règles, eh bien, comme pour la constructibilité limitée, on va avoir des exceptions. Eh bien, cette sorte d'urbanisation limitée, qui là est une règle de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante, eh bien, va avoir des limites. Quelles limites?
D'abord, le code lui-même prévoit d'autoriser les travaux minimes. Les petits travaux, on va les autoriser. Le code prévoit d'autoriser les changements de destination d'un immeuble. Qu'est-ce que c'est que la destination d'un immeuble? C'est ce à quoi il est affecté. Est-ce que l'immeuble est affecté à de l'habitation? Est-ce qu'il est affecté à un commerce, par exemple à un restaurant ou à un hôtel? Bon, ces changements d'affectation sont possibles. On peut envisager, par exemple, de changer une grange en hôtel, de changer un hôtel en habitat particulier. Bref, c'est possible. Et puis, on va avoir aussi la possibilité de ne pas construire en continuité de ce type-là lorsqu'il y a l'implantation d'activités incompatibles dans les zones habitées. Vous voyez là encore quelque chose qui ressemble à l'exception dans le cadre de la règle de la constructibilité limitée du RNU. Certains, par exemple, ont pensé à un parc éolien, en disant, voilà, on ne va quand même pas faire des éoliennes à côté des villages. Et le Conseil d'État a rendu une jurisprudence assez bizarre, un arrêt du Conseil d'État du 16 juin 2010, Monsieur Leloustre, L-E-L-O-U-S-T-R-E, Monsieur Leloustre, un arrêt à mon sens parfaitement contestable, où en application de cette règle de l'urbanisation en continuité, eh bien, le Conseil d'État a dit « Ah non, les éoliennes doivent être construites en continuité de l'habitat existant ». C'est complètement bizarre cette jurisprudence, ça veut dire qu'il faut en montagne faire des éoliennes à côté des maisons. Comme de toute façon il faut une distance de sécurité, etc., on comprend bien que c'est comme si le Conseil d'État, par cet arrêt, avait interdit la construction des éoliennes en montagne. Ce n'est pas une très bonne jurisprudence. Alors, il y a encore d'autres exceptions, hein, les premières étant plutôt des limites que des exceptions au sens strict. Il y a des exceptions. Alors, dans les communes qui sont couvertes par un SCOT ou un PLU, la règle de l'urbanisation en continuité peut être contournée par une étude annexée au SCOT ou au PLU. Alors là, on voit une différence avec la règle de la de la constructibilité limitée, puisqu'il n'y a pas que les PLU équivalents aux cartes communales, il y a les SCOT. Le SCOT, cette fois-ci, peut permettre une exception. Petit élément formel supplémentaire, il faut qu'il y ait une étude annexée au plan, SCOT ou PLU. Il faut qu'il y ait une étude qui dise ah, je vais vraiment travailler sur où est-ce qu'on peut se développer, où est-ce qu'on peut se développer en dehors de l'espace déjà urbanisé. Ce sont quand même des choses extrêmement importantes, ne serait-ce que pour la sécurité. En montagne, vous le savez, il y a des avalanches et sans ce type d'étude, certains promoteurs pourraient très bien se dire oh, il y a un bel endroit pas cher là, on va y construire, oh, il y a une avalanche tous les 100 ans, mais c'est pas très grave, on va quand même y aller. Et là, le plan, dans l'étude, peut dire, ben voilà, toutes ces zones-là sont des zones d'avalanche, des zones dangereuses, et il va être interdit de y construire. On peut prendre toutes les précautions d'intérêt général, non pas d'intérêt financier, comme pourrait avoir un promoteur. Autre exception, les PLU ou cartes communales peuvent prévoir des zones d'urbanisation futures de taille réduite dans des hameaux nouveaux. Donc, y compris la carte communale, hein, ce qui est une limite aussi. Le PLU ou carte communale donc, peuvent dire, bon, ben là, on va faire un petit hameau nouveau, hein, donc c'est pas en continuité du tout, hein, on va faire un autre petit groupe, un nouveau petit groupe. Alors, ces nouveaux petits groupes peuvent aussi prendre la forme d'un lotissement. Et ces PLU ou cartes communales peuvent très bien, notamment le PLU, prévoir des contraintes supplémentaires. Par exemple, dire on veut bien se développer, on va faire un hameau nouveau un peu en dehors du village, à un autre endroit protégé, où on a fait attention qu'il n'y ait pas de danger, mais on va lui imposer beaucoup de contraintes formelles en disant par exemple toutes les habitations doivent prendre la forme d'un petit village de maisons de montagne. Voilà. Donc si on impose que ça ait la forme d'un petit village de maison de montagne, on voit bien qu'on a quelque chose d'intégré à l'environnement, en dehors, comme ça, et que c'est pas une mauvaise urbanisation, c'est pas un mauvais développement de la montagne. Le RNU s'applique aussi en partie, notamment l'article L111.4 et 5, les articles L111.4 et 5, si la pression est faible dans la commune. On constate à l'analyse que ces hypothèses de développement de la ville sont assez complexes.
qu'il faut vraiment utiliser les plans, c'est-à-dire quand on utilise les plans, vraiment réfléchir à son projet urbain, et que les exceptions ne sont donc qu'au cas par cas. Au fond, le fait d'intégrer ça dans les plans constitue des garanties procédurales. Et on retrouve cet objectif de développement durable, tel que je l'ai appelé, hein, qui est le propre de cette loi montagne, et on le verra, le propre de la loi littorale, c'est-à-dire l'idée de dire, on peut permettre du développement, on va autoriser malgré tout des exceptions à l'urbanisation en continuité de l'existant, mais dans ce cas-là, on va mettre des garanties procédurales pour que ce soit vraiment réfléchi. On ne va pas laisser un maire comme ça favoriser un développement économique trop important. Il y aura des études d'impact, comme on l'a vu, en tout cas des évaluations environnementales, et on ne va pas faire n'importe quoi. Vous voyez, une recherche en tout cas d'un certain équilibre. Certains d'entre vous ne seront peut-être pas satisfaits par cet équilibre en disant non, il faut vraiment préserver uniquement la montagne, pas de développement économique, mais pour les plus comment dire, équilibrés d'entre vous, pour ceux qui trouvent que ce développement peut s'arranger avec une protection de l'environnement, et bien vous verrez qu'il y a en tout cas cette recherche-là. Alors, ça c'est pour ce qui est de l'urbanisation, il y a quand même des règles spécifiques visant à la protection dans cette loi montagne. Ces règles spécifiques de protection, on va les avoir aux articles L122.9 à 14. L122.9 à 14 du Code de l'urbanisme, encore bien sûr, hein, qui viennent fixer des règles de préservation qui, en quelque sorte, font le pendant des règles autorisant la construction pour avoir cet équilibre du milieu montagnard. Alors, on va avoir notamment des règles sur les espaces naturels, les paysages et les milieux caractéristiques. Quelle est la règle? Le premier enjeu, tout le monde s'accordera assez facilement là-dessus, c'est de préserver le patrimoine culturel et naturel, les paysages de montagne, ce que le texte appelle aussi les milieux caractéristiques. Cet objectif doit s'en retrouver dans tous les documents d'urbanisme et dans toutes les autorisations. L'exception à la construction en continuité montre d'ailleurs qu'on doit toujours prouver cette volonté de préserver le patrimoine. Vous remarquerez que ce n'est pas seulement la montagne comme espace naturel, avec des endroits où il n'y a rien, aucune construction, où on laisse la forêt pousser jusqu'à 2000 mètres d'altitude, hein, jusqu'à 2000 mètres on a des arbres. Quand vous voyez plus d'arbres dans une montagne, c'est qu'on a dépassé les 2000 mètres. En tout cas en France, sous nos contrées. Et puis, malgré tout, l'idée que, eh bien, il faut ce développement. Alors, on va avoir des dérogations, hein, malgré tout. Le Code prévoit une liste d'activités et de constructions qui peuvent être réalisées dans l'article L122.11, avec une évolution de la dernière loi sur ces activités. Et lorsque les écologistes ont contesté la loi Montagne 2, c'est surtout pour ces exceptions de l'article L122.11 qui ont été développées qu'ils se sont élevés contre la loi. Voilà, parce que ça a multiplié les hypothèses d'activité économique que l'on peut avoir en montagne. Il faut bien reconnaître aussi que la zone montagnarde, en ce moment, sur le plan économique, est un peu malmenée, puisqu'avec le réchauffement climatique, il y a des stations qui sont obligées de s'arrêter, des stations de basse montagne qui sont obligées de s'arrêter, qui n'ont pas assez de neige, il y en a qui sont démontées en ce moment, et la volonté des élus locaux, des agents qui habitent là-bas, ça a été aussi de dire mais il faut qu'on puisse développer d'autres activités économiques pour compenser, sinon on va se retrouver de nouveau face à un exode rural des gens habitant en montagne. Alors il y a aussi dans cette loi montagne une protection des plans d'eau. Vous le savez vous-même, quand vous allez dans les Pyrénées, vous baladez, même dans les Alpes, eh bien qu'est-ce que vous faites? Eh bien vous vous donnez comme objectif d'atteindre tel plan d'eau, tel lac de montagne. Hein. Et donc il y a une protection dans la loi montagne des plans d'eau de moins de 1000 hectares. La règle est à l'article L122.12 du Code de l'urbanisme, L122.12 et suivant du Code de l'urbanisme, qui précise que les plans d'eau de moins de 1000 hectares sont protégés par une interdiction de construire à moins de 300 mètres de la rive. D'accord? C'est-à-dire que l'idée, c'est d'éviter, au fond, les constructions tout au bord du lac, comme ça, qui ferait une sorte de station balnéaire pas très belle autour de tous les lacs. Ce qu'on veut, c'est que le lac de montagne reste encore ces espaces naturels que l'on apprécie.
300 mètres de la rive, c'est quand même assez loin, hein, ça ne fait pas tout près. Donc on peut avoir des constructions un peu plus éloignées du bord du lac. Le bord du lac devant rester naturel, devant rester aussi une autre façon de faire du tourisme, qui est le fait de se mettre là, de faire des pique-niques, comme tout le monde aime le faire. Sauf ceux qui n'aiment pas la montagne parmi vous, il doit quand même y en avoir. Pourquoi jusqu'à 1000 hectares? Pourquoi moins de 1000 hectares? Eh bien pour une très bonne raison, c'est que au-delà de 1000 hectares, eh bien c'est directement, même en montagne, la loi littorale qui va s'appliquer. Donc au-delà de 1000 hectares, la loi littorale va être applicable. Alors, comme toutes les bonnes règles, elles ont des dérogations. Donc, cette protection des plans d'eau de 1000 hectares a des dérogations qui essaient de trouver cet équilibre entre développement et protection. Ces dérogations, là encore, effectivement, sont de plus en plus nombreuses, il faut le reconnaître. D'abord, les SCOT, PLU ou carte communale, les trois, peuvent, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs, revenir sur cette interdiction. Ça veut dire, on peut dire, de temps en temps, on va quand même mettre des maisons plus près des 300 mètres. Il faut reconnaître que si, par exemple, le lac est entouré assez rapidement de montagnes hautes, peut-être que la construction peut être à 200 mètres pour se coller au flanc de la montagne. C'est pas inenvisageable, ça permet un développement au maximum. Certains préféreraient qu'il n'y en ait plus du tout du coup, mais en réalité, si on veut accepter une part de développement, selon les conditions matérielles, eh bien, il peut y avoir des dérogations. Ensuite, dans ces secteurs peuvent être autorisés des bâtiments qui sont utiles à certaines activités. Vous allez moins être choqués, c'est surtout des activités pastorales, hein, l'agriculture, des refuges. Il y a d'autres activités qui peuvent être autorisées de manière un peu plus touristique, comme par exemple des aires de camping, ou même des équipements culturels liés à l'usage lacustre. On peut par exemple penser à un endroit pour louer des petits bateaux et pour pouvoir faire des balades. On est quand même dans le développement économique, vous le voyez. Bien entendu, comme souvent, on peut aussi développer à ces endroits des équipements scientifiques et des équipements de sécurité. Tout cela, toutes ces exceptions sont dans l'article L122.13 du Code de l'urbanisme, L122.13 du Code de l'urbanisme. Vous le voyez, cette règle des 300 mètres de la protection des lacs de moins de 1000 m² subit peut-être un peu trop d'exceptions qui rendent la règle assez facilement contournable pour peu qu'on veuille se soumettre à un ensemble de procédures administratives où on puisse prouver l'utilité de revenir sur cette protection. Je dois reconnaître que l'équilibre entre développement économique et protection des lacs de moins de 1000 m² n'est pas extraordinaire, elle est assez nettement en faveur du développement de l'équilibre économique, des intérêts économiques. Passons maintenant au petit 2 sur cette loi montagne, sur ces dispositions relatives à la montagne, les unités touristiques nouvelles, UTN, petit 2, les unités touristiques nouvelles, UTN, modalités de développement économique de la montagne. Les unités touristiques nouvelles, UTN, modalités de développement économique de la montagne. D'abord, voyons qu'est-ce que c'est qu'une UTN. Qu'est-ce que c'est qu'une UTN? Eh bien, c'est le mode normal, une procédure permettant de développer les stations de ski. Ces UTN vont permettre ce développement des stations comme un ensemble immobilier, hein, permettant de les mettre de plus en plus haut et de garantir un enneigement aux skieurs qui vont venir y passer leurs vacances. Pourquoi unité touristique nouvelle? Au fond, pour avoir une cohérence sur une zone de l'ensemble des activités. D'ailleurs, sur le plan visuel, vous avez peut-être en tête ces stations de ski, on va avoir notamment les plus récentes, c'est-à-dire celles qui sont les plus hautes, celles des années 70, 80, etc., hein, celles qui sont au-delà de 1800 mètres d'altitude. On va avoir souvent un ensemble d'immeubles en dessous desquels il va y avoir des commerces, et notamment les loueurs de ski, l'endroit où on achète les tickets, et puis sur cet ensemble souvent un peu en rond, ou créant une sorte de place centrale, eh bien c'est de là que vont partir les premiers télésièges vers la première partie de la station. Souvent, pour aller encore plus haut, il y a un deuxième cran, hein, un deuxième étage, j'allais dire,
de télésiège ou de téléski. Donc, une espèce de place centrale, et puis des bâtiments autour. Et vous voyez que ces éléments de tourisme avec le commerce et l'hébergement, plus la station de ski, créent une sorte d'unité sur une sorte de quartier créé à partir de rien dans la haute montagne. Eh bien, ça, c'est la base d'une grosse UTN. Après, on verra, le développement se fait après par des opérations plus ponctuelles, une nouvelle piste de ski, un nouvel ensemble immobilier qui sera là aussi une UTN. D'accord? Une unité touristique nouvelle. Elles ne sont pas toutes grandes. Ces UTN, on va les trouver aux articles L122.15 à L122.25 du Code de l'urbanisme. 10 articles sur les UTN qui sont clairement, pour le coup, des opérations de développement touristique. Ce que nous dit l'article, c'est que ces UTN sont effectuées en montagne et contribuent aux performances socio-économiques de l'espace montagnard. Performances socio-économiques de l'espace montagnard. Le socio, c'est évidemment le fait de trouver de l'emploi pour les gens et d'avoir un développement de ces espaces montagnards. Cette définition, on va la trouver à l'article L122.16 du Code de l'urbanisme. Elle est issue de la loi Montagne 2 du 28 décembre 2016. L'article 122.16. Alors, il s'agit là, avec cette nouvelle définition de la loi Montagne 2, d'une définition plus ouverte. Auparavant, la définition d'avant contenait 3 fonctions, même si en réalité aujourd'hui, on va retrouver ces 3 fonctions dans la définition actuelle. Alors, je vous donne les 3 fonctions d'avant pour en quelque sorte éclairer la définition actuelle sur les performances socio-économiques. Ces 3 fonctions, eh bien, c'était notamment l'hébergement touristique. Alors, hébergement touristique, c'est assez large. On peut avoir des villas, bien entendu, des immeubles avec de nombreux appartements dedans. Vous connaissez ces cages à lapins qui existaient dans les années 70. On a des tout petits appartements où tout le monde dort les uns sur les autres et dont le but est de faire du ski toute la journée. Hein, mais aussi des hôtels. Donc on va avoir de l'hébergement touristique, villa, immeuble, hôtel. On va avoir la création, deuxième élément, des UTN dans l'ancienne définition qui éclaire la nouvelle, la création d'équipements touristiques. Équipements touristiques, on va avoir des salles de spectacle, hein, des cinémas, on peut aller au cinéma le soir, on va avoir des bars, on va avoir des boutiques, on va avoir des restaurants pour le midi, on va même avoir des snowparks. Vous savez, en bas des pistes, quand le soir, les pistes sont fermées. Au fond, il y a un petit remont de pente qui permet de faire des sauts avec ses skis ou en surf des neiges. Voilà. Tous ces éléments-là sont des équipements touristiques permettant pour l'après-ski ou de plus en plus ceux qui ne skient pas de venir en vacances en montagne et d'avoir d'autres activités. De plus en plus, ces activités sont développées parce que cela permet d'avoir une activité touristique, y compris quand il n'y a pas de neige. Troisième élément, vous l'avez compris, ce sont les remontées mécaniques, le cœur de la station de ski. Donc, dans cette idée que l'UTN contribue aux performances socio-économiques de l'espace montagnard, on va avoir bien ces 3 éléments, l'hébergement touristique, les équipements touristiques, et puis le remontée mécanique comme un phénomène un peu à part. Le régime des UTN, quel est-il? Le régime des UTN, la création d'une UTN va être dérogatoire par rapport à la règle de la constructibilité en continuité de l'article L122.5. Hein, si on construit en continuité, on aura nos villages anciens qui devraient petit à petit faire une station de ski. C'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe. On va créer ex nihilo, à partir de rien, à une altitude haute, tout un quartier en entier. Donc c'est bien une dérogation. L'élargissement de la loi Montagne 2, l'élargissement de la notion par la loi Montagne 2, va avoir pour objectif, en étant plus large, hein, en étant plus ouverte, eh bien, de relancer, de libérer l'activité économique des zones de montagne. Vous l'avez compris, le fait que les stations perdent de la neige les conduit à se reconvertir. Et cette nouvelle notion d'UTN plus large, moins spécifique avec les différentes fonctions, eh bien, va permettre de créer d'autres activités. Alors on peut penser par exemple que des pistes de ski, les remontées mécaniques, seront peut-être remplacées par des pistes de VTT,
qu'il y aura des fausses luges, hein, vous savez, tel que ça se fait sur des luges dans des circuits qui ne sont pas faits pour être couverts par de la neige. Et qu'on va développer tout un ensemble d'activités, des activités, vous savez, où on marche sur des cordes et des choses comme ça. Bref, ces activités qui sont plutôt estivales, qui ne nécessitent pas toujours d'investissement pérenne, quand elles sont faites l'été, eh bien, elles vont peut-être devenir pérennes pour se développer dans les stations en hiver, quand il n'y aura pas assez de neige. Voilà pourquoi la loi de Montagne 2 a modifié la notion d'UTN pour l'adaptation au changement climatique. Alors, cette loi Montagne 2, elle a aussi effectué une grande réforme des UTN par une distinction des UTN. Et je voudrais qu'on s'étendre un tout petit peu sur la distinction nouvelle entre UTN structurante et UTN locale. La distinction entre UTN structurante et UTN locale. Alors cet élargissement de la notion qu'on a vu permet de faire deux catégories, les structurantes et les locales. Qu'est-ce que c'est qu'une UTN structurante? Une UTN structurante sont celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, aujourd'hui codifié à l'article R 122.8 du Code de l'urbanisme. R 122.8 du Code de l'urbanisme. Donc, soit elles sont alors elles correspondent à la notion fixée à l'article R 122.8, soit des documents du SCOT, le DOO, de l'article L 122.17 du Code de l'urbanisme, va dire telle UTN est une UTN structurante. Donc on a soit des UTN structurantes pour une raison nationale fixée dans le code, une raison générale, soit parce que localement, le SCOT a décidé que telle UTN devait être considérée comme structurante. Ça va regrouper des hypothèses de grands domaines skiables. En fait, c'est les hypothèses de nouveaux domaines skiables ou d'extension extrêmement importantes, puisqu'il faut que l'extension de domaines skiables soit de plus de 100 hectares pour que l'UTN soit considérée comme structurante. Ça va aussi regrouper les hypothèses de liaison entre domaines skiables, c'est que parfois il y a deux vallées, il y a deux domaines skiables, et puis on va penser à faire des nouvelles remontées mécaniques, des nouveaux télésièges qui vont permettre de passer d'un pan à l'autre de la montagne. On peut penser par exemple, pas loin de chez nous, à Barèges-la-Mongie. Barèges et la Mongie étaient au départ deux stations différentes, et puis voilà, avec le télésiège qui mène au col du Tourmalet, on peut passer de Barèges à la Mongie dans la journée et avoir une liaison entre domaines skiables. Ça, ce sera une UTN structurante quand on va le faire maintenant. C'est aussi la création et l'extension de stations de ski de plus de 12 000 mètres carrés. Alors, aujourd'hui, avec les problèmes d'enneigement, il n'y a pas beaucoup de projets de nouvelles stations de ski, mais s'il y en avait, on est certain qu'elles seraient plutôt des nouvelles stations de ski de hauteur de plus de 12 000 m². De plus, quand on parle des 12 000 m², il faut retirer les habitats des saisonniers et permanents qui doivent aujourd'hui être prévus. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes de saisonniers, certains d'entre vous sont peut-être saisonniers dans les stations de ski. Aujourd'hui, vous devez avoir un hébergement, c'est l'article 122.23 qui l'impose. Donc voilà, 12 000 m², c'est quand même des grosses stations de ski, enfin, déjà une vraie station de ski. La dérogation aussi, une UTN structurante, pardon, c'est aussi un golf de plus de 15 hectares. Là, vous voyez bien que c'est plutôt les stations de basse montagne qui ont donc un domaine qui a été élagué, etc., et qui se trouve très peu enneigé. Bon, au fond, on peut envisager de transformer ce domaine, au moins en partie, les zones les moins pentues, en golf, donc UTN structurante. Éventuellement, les SCOT, quand ils qualifient de structurant, ça peut être plus petit que ça. Ces contraintes-là, c'est obligatoirement structurant quand ça fait ces tailles-là. Le SCOT peut dire ce plus petit projet va être structurant pour nous dans le cadre de notre SCOT. Alors qu'est-ce que c'est maintenant que les UTN locales? Une UTN locale, eh bien, elles sont aussi définies par décret en Conseil d'État, c'est l'article R 122.9 du Code de l'urbanisme, ou définies dans le plus. Donc on a l'UTN structurante qui est R 122.8 définie dans le code, plus précis, créée par le SCOT, et les UTN locales qui sont définies à l'article R 122.9, plus petites, ou définies dans le seul plus. Le code vise les créations, extensions, remplacements de remontées mécaniques, accroissement des stations, mais plus petites que les structurantes, ce qui paraît assez logique.
c'est-à-dire entre 10 hectares et 100 hectares. Les golfs inférieurs à 15 hectares, puisqu'ils sont structurants quand ils sont à plus de 15 hectares. Les augmentations de logements, d'hébergement de tourisme de plus de 500 mètres carrés, c'est-à-dire un hôtel, pour simplifier, hein, un hôtel nouveau dans une station de ski, ça peut être une UTN locale, prévue par le PLU, et même le PLU pouvant qualifier d'opération un peu plus petite. Au fond, un hôtel de 350 mètres carrés avec une liaison pourrait devenir une UTN locale dans un PLU et non pas obligatoire parce qu'elle est citée par le Code de l'urbanisme. Voilà. C'est sur ces dispositions sur les UTN que nous avons fini notre cours sur la loi montagne et que nous passerons la prochaine fois à la protection des zones littorales.